Je lis les articles que j'ai sur le secteur infrastructure au sens large, donc depuis des milliards d'années, c'est-à-dire toutes les infrastructures naturelles comme les continents, les mers, les montagnes. Alors, donc ça commence il y a 15 milliards d'années, création de l'univers, l'infrastructure alpha. J'ai un article de Science et Vie de 2012 où ils expliquent le neutrinos, la particule qui va faire exploser toute la physique. Il ne va pas plus vite que la lumière, mais le neutrino n'en est pas moins susceptible de chambouler toute notre vision de la matière. Une nouvelle anomalie dans le nombre de ces particules issues de réactions nucléaires laisse supposer l'existence d'un type de neutrino jusqu'ici inconnu. La physique est décidément aux portes d'un nouveau chapitre de son histoire. Les révolutions n'arrivent pas toujours par où on les attend. Il y a quelques mois, la particule révolutionnaire par excellence, c'était le boson de Higgs. Durant plusieurs décennies, cette particule a cristallisé l'espoir de nous offrir une vision plus profonde et plus cohérente de la matière. Elle était censée guider les physiciens au-delà du cadre étriqué de leur modèle standard, une théorie patiemment élaborée au cours du XXe siècle pour décrire le bestiaire de toutes les particules matérielles, mais qui, au vu de ces incohérences, ne peut être la fin de l'histoire et doit être dépassée. La détection du boson de Higgs, baptisée particule de Dieu, a justifié l'édification par l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire, CERN, d'un gigantesque accélérateur de 27 km de diamètre, le LHC près de Genève. Sa traque passionnante a fait la une des journaux, dont Science et Vie. Neutrinos, des particules incroyablement discrètes. Particules médiatrices des forces boson. Matière, quark top, quark charm, quark up, quark bottom, quark strange, quark down. Tau, muon, électron, neutrino toïque, neutrino muonique, neutrino électronique. Ils forment une famille nombreuse au sein du modèle standard. Antimatière, antineutrino taoïque, antineutrino muonique, antineutrino électronique. Ils forment une famille nombreuse au sein du modèle standard. Le modèle standard ne recense 6 types de neutrinos: l'électronique, le muonique, le taoïque, ainsi que leurs antiparticules associées. Comparés aux 9 autres particules de matière et antiparticules associées, ils sont tout petits. Ainsi, le plus lourd de ces neutrinos est 10 millions de fois plus léger que l'électron, la plus légère des autres particules. Cette traque du boson de Higgs touche à sa fin et tout laisse à penser que le boson tant recherché pourrait être entièrement conforme aux prédictions du modèle standard. Cette contemplation imminente qui va mettre un point final à l'un des plus beaux chapitres du grand livre de la science n'ouvrira probablement pas le suivant, puisqu'elle ne déflorera rien des nouveaux continents microscopiques. Autrement dit, le boson de Higgs ne va sans doute pas provoquer la grande révolution attendue. Mais alors que le CERN, depuis quelques semaines, a relancé sa machine à pleine puissance en vue d'une annonce officielle avant la fin de l'année de ce qui restera tout de même l'une des plus importantes découvertes de l'histoire de la physique, une autre particule est en train de capter l'attention. Cette particule appartient à une famille beaucoup plus discrète, peu habituée à faire la une des journaux, celle des neutrinos. Sensible uniquement à la plus ténue des 3 forces fondamentales, la force nucléaire faible, les 6 membres recensés par le modèle standard, les neutrinos électroniques, muoniques et taoïques, ainsi que les antiparticules associées, sont capables de traverser plusieurs milliards de fois la Terre sans être remarqués. Ces petits neutres ont eu un premier et éphémère moment de gloire l'année dernière, lorsque certains spécimens ont été surpris à filer plus vite que la lumière. De quoi faire exploser toutes les bases de la physique. Peu de spécialistes crurent cependant à un tel chambardement, et sans trop de surprise, la révolution annoncée fit un flop. Une expérience indépendante a depuis infirmé l'impossible résultat, probablement dû à une erreur expérimentale. Ce qui excite aujourd'hui les spécialistes de la matière est une toute autre affaire, bien plus crédible à leurs yeux. Elle est fondée sur une vingtaine de résultats anormaux, systématiquement mesurés lors de diverses expériences réalisées à travers le monde. Révélés il y a un an, ces résultats sont si troublants que les plus puissants engins expérimentaux de la physique des particules, accélérateurs du CERN compris, sont en train d'être réquisitionnés pour les compléter. Car ces anomalies esquissent enfin les premiers contours de cette nouvelle physique que le boson de Higgs sera probablement incapable de nous révéler. Pour de plus en plus de spécialistes de la matière, ces résultats laissent penser que la famille des neutrinos
serait plus grande que prévu, que le plus fascinant de ces rejetons serait passé jusqu'à présent inaperçu, et que ce nouveau neutrino, radicalement différent de toutes les autres particules, serait susceptible de chambouler notre vision de la matière et du cosmos. D'où cette interrogation, et si la révolution venait des neutrinos? Depuis 15 ans, les neutrinos laissent entrevoir une nouvelle physique, c'est pour cela que je m'y suis intéressé, s'enthousiasme Thierry Lasserre, qui avec son collègue David Huillet du commissariat à l'énergie atomique CEA Saclay a mis à jour les dernières anomalies, car aux yeux du physicien français, le penchant révolutionnaire des neutrinos est connu depuis 14 ans, quand on a découvert leur capacité à se transformer les uns en les autres, selon un processus dit d'oscillation, ce qui contredit les prédictions du modèle standard, l'actuelle théorie de l'infiniment petit. Il s'agit même à ce jour de la principale contradiction expérimentale avec nos tables de la matière. Des calculs revus à la hausse. C'est justement pour étudier cette déconcertante oscillation que les physiciens préparent depuis quelques années, au sein de la centrale nucléaire de Chooz-Ardennes, une vaste expérience basée double chose. Objectif, observer comment varie au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la centrale le flux d'un type de neutrino émis spontanément par l'un des réacteurs, précisément l'antineutrino électronique. En attendant que le dispositif expérimental soit complet, les chercheurs ont commencé par comparer le nombre d'antineutrinos électroniques comptabilisés par un détecteur placé à 1 km du réacteur avec le nombre de particules émises par le réacteur. Alors ici, force nucléaire forte, on a le quark, force électronique électron, force nucléaire faible, neutrino. Contrairement au quark sensible aux forces fortes, faibles et électromagnétiques, ou à l'électron sensible aux deux dernières, le neutrino interagit avec la force nucléaire faible. Celle-ci porte si bien son nom que les neutrinos peuvent traverser de titanesques quantités de matière sans laisser de traces. Mais ils sont émis en si grand nombre, plusieurs milliers de milliards par seconde par un réacteur nucléaire, qu'un détecteur de quelques mètres cubes peut en attraper quelques dizaines par jour. Réacteur. Désintégration d'un noyau d'uranium. Uranium, électron, proton, neutrino. Neutron. De nombreuses expériences ont comptabilisé les neutrinos issus des réactions nucléaires. Dans les années 80-90 en France, aux États-Unis, en Suisse et en Russie, une vingtaine d'expériences ont mesuré, grâce à des détecteurs, la quantité de neutrinos émis par les réacteurs de centrales nucléaires lors de la désintégration des noyaux d'uranium. Carlo Rubbia, prix Nobel de physique 84. Le problème de la masse des neutrinos est le meilleur argument en faveur de l'existence de neutrinos stériles, et la mystérieuse disparition des neutrinos qui vient d'être constatée à la sortie des réacteurs nucléaires apporte un poids considérable à cette intuition. L'heure de la consécration a-t-elle sonné pour la plus discrète de toutes les particules imaginables, cernées à la fois par la théorie et l'expérience? Je suis prêt à parier sur elle et à parier beaucoup, lance Goran Zenajanovic. Carlo Giunti, lui, considère qu'avec les nouvelles du boson de Higgs, les physiciens n'auront guère le choix. Les neutrinos stériles seront peut-être la seule indication, voire preuve, d'une physique totalement nouvelle avant longtemps, car l'impact d'une telle découverte ne se limiterait pas à la physique des neutrinos, elle ferait à elle seule exploser le modèle standard. Elle pourrait même avoir de vastes conséquences cosmologiques. Si on mettait en évidence un neutrino stérile, on aurait alors, après les 3 neutrinos connus, la 4e particule de matière la plus abondante dans l'univers, décrit Thierry Lasserre. De quoi expliquer peut-être la mystérieuse masse manquante de l'univers ou l'énigmatique disparition de l'antimatière. Alors là j'ai des photos d'un télescope qui a été lancé en 2011. Et en fait, ces 3 télescopes réunis, et leur vision offre une plongée inédite aux confins de l'univers. Et là, il y a quelques images. Donc ici, on a une image de avant et une image en 2011 avec le FCH. 3 milliards d'années. Les plus anciennes géologies sur Terre, elles ont 3 milliards d'années. Donc ici, j'ai mis une vallée d'Arizona. Vallée d'Arizona, Grand Canyon. Un troupeau de buffles. Bon, ça fait pas 3 milliards, mais bon. Ici, on a enfin pu... Aérologie. On a enfin pu analyser des jeux lumineux géants. Ces décharges électriques se forment au cœur d'un nuage orageux. Des décharges électriques prenant leur source au cœur d'un nuage d'orage
et se propageant au-dessus de lui sur des dizaines de kilomètres, voilà ce qu'a pu photographier et filmer Patrice Huet de la Maison du Volcan à La Réunion. Analysés par Serge Soula de l'Université de Toulouse, ces documents inédits ont permis pour la première fois de caractériser en détail la structure et la dynamique des jets géants, un phénomène lumineux connu depuis 2001. Les jets sont précisés d'une série de flashs probablement dus à des décharges électriques à l'intérieur du nuage, mais qui n'atteignent pas le sol. Ils démarrent ensuite dans la zone la plus électriquement active, emportant une décharge négative qui peut aller jusqu'à plusieurs centaines de coulombs. À plus de 80 km d'altitude, au total leur durée s'étale de 333 à 850 millisecondes. La base d'un jet géant est bleue et la partie supérieure produit une lumière rouge. Le jet se propage en accélérant après 50 km d'altitude. Sa vitesse passe de 1000 à 10 000 km par seconde. On a lu le passé des gouttes fossilisées. Des empreintes de gouttes de pluie indiquent la présence d'eau liquide sur Terre il y a 2,7 milliards d'années. Il y a 2,7 milliards d'années, la Terre connaissait une atmosphère probablement bien différente de celle d'aujourd'hui, mais si de nombreuses recherches ont pu caractériser sa composition, aucune méthode ne permettait jusqu'alors de déterminer la pression qui régnait sur Terre à cette époque. Aucune, jusqu'à ce que l'équipe de Sanjoy Sorm de l'Université de Washington, Seattle, USA, n'ait l'idée d'utiliser l'empreinte fossile laissée par des gouttes de pluie dans des cendres volcaniques retrouvées en Afrique du Sud. Après avoir mesuré la taille de ces impacts, les chercheurs ont réalisé plusieurs expériences en faisant tomber des gouttes d'eau sur des cendres volcaniques contemporaines, mais de nature similaire aux cendres fossiles sud-africaines. Ils ont ainsi pu établir quelle était la corrélation entre la taille de l'impact et le moment des gouttes, c'est-à-dire le produit de leur masse par leur vitesse. Et comme la vitesse d'une goutte de pluie est inversement proportionnelle au carré de la densité de l'air, Sanjoy Sorm en a déduit que la densité de l'atmosphère primitive était comprise entre 0,6 kg par mètre cube et 1,3 kg par mètre cube, ce qui correspond à une pression atmosphérique à la surface de la Terre comprise entre 0,5 et 1,5 fois celle que l'on connaît aujourd'hui. Conséquence de ce résultat, la théorie selon laquelle la température de l'océan à cette époque atteignait 85 degrés serait écartée. En effet, les quantités de CO2 nécessaires pour avoir un effet de serre suffisant se traduiraient par une pression atmosphérique de 2 à 6 fois plus importante que celle calculée grâce aux gouttes de pluie. C'est vraiment des malins. 0, moins 70 000. Les racines des arbres ont fait le lit des rivières. Les rivières à chenaux stables sont apparues il y a environ 300 millions d'années, peu après les premiers arbres. Coïncidence? Pas pour Neil Davis, géologue de l'université de Dalhousie, Canada, qui a étudié 68 formations sédimentaires âgées de 450 à 200 millions d'années. Nous y avons cherché une preuve de l'apparition des arbres a pu forcer les rivières à se comporter différemment, explique-t-il. Nous avons ainsi découvert que les rivières et les dépôts qu'elles ont laissés derrière elles ont changé au cours du temps. Les dépôts les plus anciens témoignent ainsi de la présence de cours d'eau en tresse, réseau changeant dont le lit peu profond se compose de plusieurs bras temporaires. Mais il y a 360 millions d'années, les lits se font plus profonds, les berges plus nettes, les sédiments plus fins, des marqueurs caractéristiques des cours d'eau anastomosés. Nous avons aussi observé beaucoup de débris de bois fossilisés, les racines des arbres qui poussaient sur les berges ou de branches charriées par les courants, ajoute Neil Davis. C'est donc la stabilisation des berges par des systèmes racinaires de plus en plus profonds qui aurait contribué à fixer le cours des rivières. Fond de cabane de vieilles de 70 000 ans. Arkarkom, désert du Negev, Israël. Des Néandertaliens campèrent ici et laissèrent près des cabanes, à la base arrondie, les restes d'un foyer et d'un atelier de taille de silex avec des nucléus et de nombreux éclats de cultures moustériennes, ainsi que plusieurs outils parachevés abandonnés sur le terrain après leur utilisation. 0, moins 2500. C'était photo extrait du livre Céram des dieux et des tombeaux. La porte des Lionnes du palais de Mycène témoigne de la magnificence et de la grandeur passée. Cylindre déroulé de l'époque d'Assurbanipal à la ligne 1 de ce texte cunéiforme, le roi reconnaît avoir fondé un temple. En ce temps-là, je fis reconstruire Emak, le temple de la déesse Nima à Babil. Les 4 dernières lignes contiennent une menace. Celui qui, par des manœuvres perfides, détruirait, anéantirait ou déplacerait ce document, puisse Nima l'accuser devant Bel, anéantir son nom et sa postérité sur terre. Égypte. Toutankhamon. Donc ça c'est en moins 2500.
Donc dans les années 30, ouverture du tombeau de Toutankhamon. Deux savants anglais, M. Howard Carter et Lord Carnarvon, viennent de découvrir le tombeau du pharaon Toutankhamon dans ce que Diodore de Sicile appelait la maison éternelle. De ce pharaon de la 18e dynastie, on a retrouvé d'incomparables richesses. Sur les parois des murs, les peintures représentent le défunt au milieu du luxe de sa cour, avec ses guerriers, ses serviteurs, ses coursiers, ses singes verts et de nombreux hiéroglyphes attestent sans doute de sa puissance et répètent ses victoires. Une statue toute ornée de pierreries le représente couché, coiffé de la double mitre rouge et blanche autour de laquelle s'enroule le serpent symbolique, ciselé dans l'or de la colchide. C'est la première fois qu'il est permis à des scientifiques de découvrir la tombe intacte d'un pharaon. Toutankhamon, c'est vers 1350 avant Jésus-Christ. Ici, j'ai des photos égyptiennes. Égypte, Nouvel Empire, 19e dynastie. Début du règne de Ramsès II vers 304-1236 avant Jésus-Christ. Bas-relief sculpté d'un profil de dignitaire. Statuette ex voto représentant la déesse Chat Basté. Elle est assise sur son séant, les pattes dressées et la queue s'enroulant autour du flanc droit. Portrait de dignitaire. Égypte, probablement atelier Memphis, début de la 26e dynastie, vers 650 avant Jésus-Christ. Figurine, fibre de lin, terre siliceuse. Portrait de dignitaire, diorite, Égypte, 26e, 27e dynastie. Bas-relief au nom de Nismatsed, calcaire avec traces de pigments. Égypte, Saqqara, ancien empire, 5e dynastie, vers 2400 avant Jésus-Christ. Égypte, Nouvel Empire, fin de la 18e dynastie, Shaou Bapti, au nom du scribe des armées Ouï, en calcaire blanc et traces de pigments ocre rouge. L'importance de la spica dans l'Antiquité est démontrée par le fait que, hormis Sirius, elle est la seule étoile représentée sur le fameux planisphère de Dendera, dont une partie est reproduite ci-dessus. La grande roue cosmique enserre toutes les étoiles, hormis celle qui est sauvée, se trouvant juste en dehors du cercle. Divinité à 6 bras, forme ésotérique d'un Manjushri, la puissante Méroé. Ça ressemble à une cité d'Égypte antique, mais ça n'en est pas une. Méroé a beau être installée sur les bords du Nil. On a beau y avoir découvert une multitude de petites pyramides au XIXe siècle, elle est restée une cité nubienne. Le musée du Louvre lui consacre une exposition, première du genre, regroupant quelques-uns des plus beaux vestiges prêtés par le musée de Khartoum, des objets témoignant notamment de l'artisanat, des croyances et de l'organisation sociale de Méroé. Photo du Sphinx. Photo de Pharaon. Photo de Pharaon. Pyramide. Pharaon. Ça, c'est le temple de... Je sais pas, c'est un temple pharaon. Pharaon. Voilà. Zéro. Babel. La construction de la tour de Babel se fait à l'aide d'échafaudages, d'échelles et d'une grosse mue par un treuil à l'intérieur du bâtiment, enlumineuse d'un livre d'or flamand à la fin du XVe. Autre tour de Babel. Les ouvriers hissent les pierres au moyen d'un plan incliné en osier. Angleterre 19e. Babel. Tour de Babel, grande tour que selon la Bible, les fils de Noé voulurent élever. À Babel pour atteindre le ciel, Dieu aurait anéanti par la confusion des langues ses efforts insensés. « 79. Pompéi. La ville de Pompéi va-t-elle disparaître? Les 2/3 des édifices de la cité antique dévastée par l'éruption du Vésuve en 79 après Jésus-Christ sont aujourd'hui menacés d'écroulement. Un joyau de l'Antiquité se meurt lentement. Pompéi abonde de demeures, au nom emblématique qui exprime l'organisation de la vie dans la cité antique, la maison du moraliste, avec ses inscriptions appelant à la tempérance et à la fidélité conjugale, le lupanar
se trouvaient dans des insulae pas très distantes les unes des autres. Un peu partout, des échafaudages attestent de travaux de consolidation en cours. En 1001, les Templiers. Chasse et miracle. L'accès au corps des saints était facilité lorsqu'on plaçait celui-ci dans une chasse autour de laquelle les fidèles pouvaient défiler en bon ordre, soit dans une crypte, soit derrière le maître-autel dans les abbayes et les cathédrales. En raison de leur magnificence et de leur prix, ces chasses faisaient souvent l'objet d'une surveillance permanente. Beaucoup étaient construits de façon que les adorateurs puissent littéralement se coucher à l'intérieur et toucher le cercueil. La prière était en général une demande de guérison, et de ce point de vue, il semble que l'efficacité des ossements du saint ait égalé ceux de nombreuses autres formes de médecine alternative. Beaucoup de reliquaires se paraient des béquilles abandonnées là par les boîtiers et les estropiés guéris. Pèlerins auprès de la chasse de Saint-Édouard le Confesseur, les ouvertures sur les côtés permettaient de se glisser près du corps du saint. Moine en prière près de la chasse de Saint-Cuthberg. Prière devant la chasse de Saint-Edmond. Châssis de Saint-Alban, cathédrale Saint-Alban, Angleterre, XIIIe siècle. De la salle de garde, un moine pouvait le surveiller. Brisée pendant la Réforme, cette chasse fut reconstruite au XIXe siècle à partir de 2000 fragments. 2 insignes de pèlerins. Ils étaient produits en série à l'aide de moules. En Navarre, on enterrait les pèlerins décédés sur le chemin de Compostelle dans le cimetière attenant à la chapelle de Nattes. À droite, relais sur le chemin de Compostelle, l'abbatiale de Conques, en Aveyron, abrite les reliques de Sainte Foy, XIIe siècle. Des pèlerins arrivent à Rome pour le jubilé de l'an 1300, chronique italienne du XVe siècle. Pèlerinage. Les 3 sanctuaires les plus fréquentés au Moyen-Âge sont Compostelle, Rome et Jérusalem. Quelle que soit la destination, le voyage est long, inconfortable, dangereux. Pourquoi tant de fidèles s'y risquent-ils ? Le pèlerinage est à construire un bon investissement spirituel. On acquiert des mérites en adorant les reliques des saints, d'autant que les routes sont parsemées de nombreux reliquaires de moindre importance, tels celui de Sainte-Foy à Conques. S'y ajoutent les simples plaisirs du voyage, la camaraderie sur le chemin, la découverte aventureuse de terres étrangères. Près des sanctuaires, les pèlerins peuvent acheter des médailles, témoignages de leur périple. Kwidzyn en Pologne, château fort des chevaliers teutoniques avec sa tour toilette caractéristique. Osterwitz en Autriche, maison fortifiée défendue par des lignes de murs crénelés qui descendent de la colline. Harlech Castle, érigé par Édouard Ier pour soumettre les Gallois. Le pèlerin et les péages. Il fallait payer à Sauveterre de Béarn. Au XIIe siècle, le guide du pèlerin se plaint avec véhémence du comportement des péagers à l'égard des pèlerins. Il faut savoir que les perspecteurs de péage ne doivent rien demander aux pèlerins et que les passeurs ne peuvent exiger comme prix de traversée plus d'une obole pour 2 personnes, si ce sont des riches, et une seule pour un cheval, et si ce sont des pauvres, rien du tout. Au lieu de cela, certains péagers rançonnent littéralement les pèlerins, allant jusqu'à les fouiller dans leurs culottes pour leur prendre leur argent. Picot n'a pas de mots assez durs pour ces individus. Il n'hésite pas à donner leur nom et à mettre en cause le roi d'Aragon en personne, qui pourtant en 1076 a fait préciser dans les tarifs des péages de Jaca et Pampelune
aux pèlerins que l'on ne prenne rien du tout. Picot va jusqu'à demander que ceux qui, en contradiction avec ses ordres, feraient payer le passage soit excommunié et que cette sentence soit exécutée dans la cathédrale de Compostelle en présence de la foule des pèlerins. Dans le siècle suivant, la situation ne semble guère avoir évolué. Hermann König, au XVe siècle, signale les péages de Sauveterre de Béarn et au pont sur les Gaves. Jean de Tournai, dans les premiers jours de janvier 1488, est plus précis. À un quart de lieue après la dite ville, Sauveterre de Béarn, il convient à passer 2 bacs à un quart de lieue l'un près l'autre et convient à payer pour chacun homme à chacun bac. Le bourgeois valenciennois ne s'en étonne pas davantage. Rémunérer un service lui paraît naturel dès lors que le tarif est raisonnable. Il commence à s'étonner, pour ne pas dire à s'indigner, lorsque les péages s'enchaînent. Après Sauveterre, il y a là, à n'en pas douter, une situation locale exceptionnelle. Le grand nombre de pèlerins rassemblés sur les chemins à l'approche du franchissement des Pyrénées faisait d'eux des victimes toutes désignées pour les péagers abusifs, déjà voués à l'excommunication par Emery Picot. Il faut ainsi payer à Sauveterre de Béarn, à Saint-Palais, à Ostabat et à Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais le péage n'est rien comparé à la méthode employée pour extorquer de l'argent aux pèlerins. Jean de Tournai achève ainsi le récit de son étape du 5 janvier de Sauveterre à Saint-Jean-Pied-de-Port. Il y a à l'entrée des villes des garçons qui attendent les pèlerins et passants, lesquels vous prennent par la manche et les mènent de ceux qui tiennent les 10 impôts. Et si on vend de une seule pièce et on soit trouvé en bourde, car il en est eux de vous faire esplucher ou de eux-mêmes vous esplucher, tout l'or et l'argent que vous portez sur vous est perdu. La manière est fort mauvaise, car à cela on sait si une personne a argent ou non et combien. Ce récit, en complète conformité avec celui d'un pèlerin anglais anonyme de la même époque, contredit l'idée reçue d'une prétendue exemption systématique de péage en faveur de ceux qui vont revêtir l'habit de pèlerin. En droit canonique, cette exemption existait bel et bien. Certains rois avaient tenté de la faire passer dans la pratique. En réalité, la règle était allègrement violée. Il y avait là, pour les seigneurs locaux, des proies trop faciles et de trop importantes sommes à gagner. Si ces derniers avaient consacré les sommes ainsi perçues à l'entretien de la route et à assurer la sécurité des voyageurs, comme cela dû être juridiquement le cas, c'eût été moindre mal. Hélas, il semble bien que les seigneurs n'aient eu cure des chemins et des voyageurs, et que le péage constituait pour eux une source de revenus comme une autre. Ici, on a un saut à l'élastique dans une tribu de Nouvelle-Zélande. Un château au Maroc, désert. « 1244. Montségur dans les Pyrénées, théâtre de l'ultime résistance des Albigeois en 1244. Là, on a une photo de maison. Je pense que c'est en Amérique du Nord et ça doit plutôt être en l'an 1000. 1248. La construction de la cathédrale de Cologne débute en 1248. À la fin du XIIIe siècle, le chœur est achevé et l'une des tours ouest ébauchée. Puis, pour des raisons diverses, les travaux s'arrêtent et la cathédrale traverse 5 siècles sous cette forme fragmentaire, tandis que l'intérêt pour l'architecture gothique décroît. Au cours des années 1820, le mouvement romantique remet en faveur le Moyen-Âge et l'envie de compléter l'édifice se manifeste. Par un heureux hasard, les plans originaux de la façade ouest datant de 1300 environ ont survécu et les travaux reprennent en 1824. La cathédrale est achevée en 1880. De ce que nous voyons ici, seul l'étage inférieur de la tour de droite est ancien, le reste est une cathédrale du XIXe siècle et cependant authentiquement médiévale. 1499. Un cas. J'ai quelques photos. Charpente médiévale. Pour bâtir son arche, Noé dispose de rabots, forêts, haches et scies. France, 1423. Donc la peinture est de 1423. 1500. Sainte-Barbe portant la tour où elle fut emprisonnée. Flandre, 1435. Vierge de miséricorde, le genre humain cherche abri de son manteau protecteur. Michel Hérard de Souarbe, 1480. Sainte Anne, grand-mère des Bretons, protégeant les évêchés bretons, faïence manufacturant Rio, Quimper. Architecte et bâtisseur.
La plupart des villes au Moyen-Âge devaient ressembler à de gigantesques chantiers. On entretenait sans discontinuer les murs et les fortifications de la cité. Les grandes demeures et les bâtiments communaux étaient régulièrement démolis et reconstruits au goût du jour. Quant aux cathédrales et grandes églises, leur construction durait des décennies, voire des siècles, et une fois achevées, elles étaient sujettes à des ajouts et remaniements répétés. La construction était donc une industrie majeure. À sa tête, les architectes ou maîtres d'œuvre, gens éminents dont certains noms nous sont parvenus, supervisaient personnellement les travaux. Sous leurs ordres s'activaient les équipes de maçons, charpentiers, couvreurs, tailleurs de pierre, ouvriers, organisés en guildes, dont l'accès était strictement limité. De nombreuses illustrations les mettent en scène sur des édifices en construction et décrivent avec minutie échafaudage, échelle et grue. L'une d'elles montre le chœur achevé d'une église déjà utilisée pour la messe, comme c'était l'usage. Dès les premières grandes églises, on utilisa certainement des plans, mais il n'en subsiste aucun antérieur au Moyen-Âge tardif. C'étaient alors des modèles réduits en bois que l'on soumettait aux commanditaires. Les éléments de détail comme le tracé des fenêtres étaient dessinés grandeur nature sur le sol. Là on a Sienne, peinte par Francesco di Giorgio Martini en 467 et la Piazza del Campo aujourd'hui. Le Palazzo Pubblico fut construit entre 1889 et 1305. Modèle réduit de San Gimignano, Italie, que porte le saint dans une peinture de Taddeo di Bartolo vers 1400 et vue de la ville aujourd'hui. 1650. Cathédrale Saint-Paul à Londres. Le célèbre journaliste John Evelyn aida son camarade franc-maçon Christopher Wren à dresser les plans de la cathédrale et de la reconstruction de Londres après le grand incendie de 1666. Evelyn et Wren apportèrent à Charles II un nouveau plan de rue de la ville qui renouvelait sa géographie et la débarrasserait de ces rues dessinées pêle-mêle. Dans ce nouveau plan, les rues étaient tracées selon le schéma kabbalistique de l'arbre de vie. Dans ce dessin, Saint Paul est situé dans le Tiferet, le cœur de l'arbre, associé à Jésus-Christ dans la Kabbale chrétienne. 1692. Prise de Namur par Louis XIV en juin 1692, le siège est dirigé par Vauban qui renforcera les fortifications. 1706. Aujourd'hui en Grande-Bretagne, il n'existe qu'un seul objet d'art objectif, ce qui signifie une œuvre qui n'est pas capable d'exprimer à la perfection le monde spirituel en évitant l'influence déformante de la personnalité humaine. Beaucoup de ceux qui ont observé The Loan ont rapporté d'étranges expériences. 1722. Gennaro Greco, Caprice 1660-1714. Caprice architectural avec le triomphe de Flore. L'île de Pâques se dressent les énigmatiques géants de pierre, Moai. Elle a été découverte le dimanche de Pâques 1722, d'où son nom. 1776. L'Angleterre industrielle vers 1780. La France industrielle vers 1780. Les découvertes maritimes de 1760 à 1780. Importance des découvertes maritimes dans les 20 années précédant 1780. Hongrie, zone explorée de 1760 à 1780. En noir, région non encore explorée en 1780, surtout continentale. Les Européens en Amérique vers 1780. En gris clair, possession espagnole. En gris foncé, autre possession étrangère. Reproduction d'une carte de l'Amérique septentrionale établie vers 1780. L'Inde en 1795. En gris, possession anglaise. F. France. P. Portugal. H. Hollande. 1880. Un fort américain en South Carolina, 1861. Ville nouvelle en Amérique, des blocs carrés le long de la rue, à Denver, Colorado, cité pionnière dans les années 1880. Pont d'un bateau sur le Danube, on y remarque la variété des races, des costumes et des attitudes. Bédouins dans le désert. Phare. Voilà pour les infrastructures très anciennes.